Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La jeune fille et la mort, les trois jeunes gens découvrent que le village de Saint-Amand porte un lourd passé. Au travers des recherches et des visions d'Hélène, ils restent dans l'expectative quant à savoir où mener leurs investigations. Bonne écoute de La jeune fille et la mort, épisode 4. Écoutez, sinon on peut creuser cette curiosité, on peut toujours se rendre sur les lieux. Qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir des murs. Peut-être voir une des caves souterraines du château, apparemment. Vous, Gustave, en tant qu'homme d'église, le propriétaire pourra plutôt vous écouter et vous recevoir avec respect, j'imagine. Est-ce que vous entreprenez d'y aller au château de la Filolie ? Pour moi, c'est la seule piste qu'on ait, je vois Oui, pas, moi je aussi. comprends rien d'autre. Si on a... Vous avez fait votre baluchon, vous avez pris une miche de pain, un peu de... J'ai pris des fioles en cas de malaise, j'ai pris un peu des De petits l'eau. trucs aussi pour... Vous arrivez après une petite marche à travers les champs et les bois odorants. Devant vous se dresse le château de la Grande Filolie. C'est une forteresse médiévale, à la toiture de lauze. Flanquée de ses tours à machicoulis, cette demeure impressionne n'importe quel promeneur. Et avertit de sa vocation défensive. Vous passez devant les écuries annexes, vous empruntez le chemin qui mène à l'entrée principale. C'est une imposante porte de bois dotée d'un huis qui vous fait face. Gustave, peut-être c'est toi le premier, je sais pas. Oui, j'imagine. Je vais frapper. Au bout d'un moment, l'huis s'ouvre, et tu vois l'homme sévère d'un homme de maison, sans doute. Oui, j'aime bien. Tu vois le visage sévère d'un homme de maison qui ouvre. Lui. C'est à quel sujet ? Bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Gustave. Je souhaiterais m'entretenir avec le propriétaire des lieux au sujet d'une affaire qui touche notre village de Saint-Amand-de-Colis, non loin. Non, je pense qu'il faudrait pas dire ça. Monsieur ne se rend pas dans ce village et je ne vois pas pourquoi je le dérangerais. Écoutez, c'est une affaire importante et nous sommes en droit de penser que des événements qui se sont produits longtemps dans ce château pourraient avoir un lien avec ce qui se passe actuellement au village. C'est important. Les événements qui sont passés dans ce château, que voulez-vous dire, monsieur ? Ce château a une riche histoire et nous serions à même d'en savoir plus. Peut-être je pourrais vous éclairer sur cette très étrange requête. Est-ce que vous avez vu des visiteurs dans le château récemment ? Non, monsieur n'aime pas trop être dérangé, il préfère la solitude et la quiétude. Et cela arrive que, de temps en temps, des enfants ou certaines personnes, parfois peut-être désœuvrées, rentrent dans le château ? Ah non, je veille à cela. Ouais, justement, parce que les événements qui se sont passés à Saint-Amand font que, à 2 reprises, des personnes ont parlé du château. Et donc, on voulait nous enquérir, enfin, nous voulions discuter avec votre employeur pour savoir si justement il n'avait pas rencontré certaines personnes qui seraient rentrées dans le château. Écoutez, je vais voir si monsieur accepte de vous recevoir. Vous pouvez lui dire, nous venons aussi, on a peut-être dû commencer par cela, monsieur Hautefeuille le maire nous a demandé de venir ici. Je vais voir ce que monsieur me dira. Il part. Et puis, au bout de quelques instants, alors que vous admirez la bâtisse, vous entendez non loin couler une petite rivière. Et il revient. Monsieur aura quelques instants à vous accorder, effectivement. Bien plus pour parler de l'histoire de son château que pour obéir à une quelconque autorité de Saint-Amand. Ça nous va. Il ouvre la porte et vous pénétrez la demeure. En fait, vous êtes reçu dans l'espèce de vestibule, le hall, quoi. Et il y a devant vous un homme très bien habillé, de façon ostentatoire, une petite moustache entretenue. Il a une 50aine d'années.
Il se présente à vous, il avance. Mademoiselle, messieurs, je suis Monsieur Octave Rousselet, propriétaire de la Grande Philolie. En quoi puis-je vous aider? On m'a dit que l'histoire de mon château vous intéressait. Oui. Enchanté, monsieur. Nous nous présentons notre tour. Gustave Bertin, je suis accompagné de mon frère Arthur et de Hélène, le nom du village de Saint-Amand. Et nous sommes effectivement intéressés par votre très très belle propriété et notamment son histoire qui est, on me l'a dit, beaucoup très riche en événements, tragiques ou non. Est-ce que vous êtes intéressé à l'histoire de votre propriété? Je ne fais pas partie de la lignée des fondateurs de ce village. Nous avons racheté récemment et entrepris des travaux. C'était une belle bâtisse. Je suis très heureux d'en être le propriétaire. Et effectivement, je me suis un peu renseigné parce que j'aime bien l'histoire et savoir que ma demeure a du cachet et véhicule une histoire qui a traversé les siècles est très, très valorisant. Vous l'avez racheté quand? Oh, il y a 2-3 ans. Vous dites que vous avez fait des travaux. Vous avez découvert certaines choses sur les premières bâtisses, je suppose, sur les fondements. Ah, c'est très très intéressant que vous m'en parliez justement parce que ça rejoint un peu la question de votre ami sur l'histoire de ce château. Figurez-vous que j'ai découvert au cours des travaux que j'ai entrepris, j'ai pu un peu me replonger dans l'histoire et je ne croyais pas trop à cette histoire que j'avais apprise, qui disait que le seigneur Antoine de Beaulieu, qui était le fondateur de la Grande Philolie, aurait soi-disant emmuré sa pauvre fille Clarimonde, qui aurait été emmurée dans son château, puisque alors je sais pas trop, il parle d'une histoire d'un amour damné, d'une folie, et voilà, emmurer sa fille. Je veux bien concevoir qu'on s'oppose et qu'il y a des frictions entre père et fils, ou père et fille. D'ailleurs, moi-même, j'ai quelques difficultés, j'ai pu avoir quelques difficultés à m'émanciper de mes parents, mais voilà, de là à emmurer son enfant. Mais figurez-vous que pas plus tard que il y a quelques semaines, nous avons entrepris de réaménager les caves pour pouvoir stocker plus de vin, pour pouvoir pour mon confort personnel, et j'ai fait venir un artisan maçon. De quel village venait-il? Il s'adresse à son majordome. Saint-Amand. Ah oui, voilà. Donc un artisan maçon du village de Saint-Amand et qui s'est occupé des travaux, et il a découvert lors de cette réflexion qu'il y avait une porte murée en fait dans la cave. Il y avait un mur qui dévoilait en fait une porte. Alors nous avons entrepris de l'ouvrir, puisque si je pouvais gagner une pièce, vous comprenez bien que ça aurait pu m'intéresser, et nous avons trouvé à l'intérieur, figurez-vous, des ossements. Ce qui mettrait lien à cette histoire, et je vous avoue que je n'ai pas forcément bien dormi la première nuit, car savoir que le fondateur du château aurait emmuré sa fille et que ça avait une réalité tangible, c'était un peu inquiétant. Mais je n'ai pas été perturbé par aucun fantôme et je m'en suis très bien porté. Je vois une histoire un peu intéressante qui risque d'intéresser d'éventuels visiteurs, en tout cas mes amis proches qui seront... À n'en point douter. Vous avez le nom de cet artisan? Anatole, il s'appelait Anatole. Qu'avez-vous fait des ossements que vous avez trouvés? Oh là là, je m'en occupe pas de ce genre d'objets sordides, c'est Anatole qui a dû s'en occuper, qui nous en a débarrassé. Il les a récupérés peut-être? Oh, je ne voulais pas qu'il soit là, il a dû se charger de le débarrasser. Et... Gustave, il faut absolument le retrouver. Et puis le mettre en terre consacrée. Bien sûr, évidemment, c'est... Mais c'est de quoi extrêmement... Vous voulez retrouver des ossements? Vous êtes vraiment... Je vous comprendrai jamais ces gens. Mais... Enfin, c'est... Par respect pour Par respect pour cette personne. Ah, oui. Soit. Ça vous arrive d'avoir faim? Bah oui, Wallon, pourquoi? Et quand vous avez faim, vous mangez? Oui. Vous avez pensé à cette petite? Elle avait faim. Non seulement elle pouvait pas manger, mais en plus elle pouvait aller nulle part. Elle savait que, à partir du moment où on a mis la dernière pierre où elle ne voyait plus le jour, qu'elle allait mourir. Je pense que la moindre des choses, c'est
Et même si c'était il y a quelques siècles, je pense que la moindre des choses, c'est lui donner un repos. Alors tu vois, il était un peu hautain avec toi, prenant les gens de la plèbe comme vraiment des descendants. Et l'implication avec laquelle t'as parlé, pas forcément autorité, mais le sérieux, il blémit un peu en fait, et il fait un peu moins le malin. Il fait, oui, bah, vous avez sans doute raison, c'est mieux, ça préservera même l'histoire de mon château, effectivement. Ah, Oui. oui. Surtout si, oui, je pense. Je pense. Au moins, vous vous rachèteriez par rapport à l'ancien propriétaire. Je pense, Gustave, qu'on peut peut-être aller demander où sont ces ossements. Ils ne doivent pas être bien loin, de toute façon, vu que... Bah, je sais pas si Anatole les a récupérés ou... Ah bah, c'est pas Anatole qui les a récupérés. Les ossements, c'est pas Anatole. Ah, moi, je ne me suis pas occupé de ces trucs, de ces objets. Faut qu'on retourne au village voir Anatole. Et votre domestique ne sait pas qui s'en est occupé. Bah, sans doute Anatole, c'est lui qui faisait les travaux, il a enlevé les gravats, sans doute les ossements. Et est-ce qu'il a viré les gravats quelque part? Oh, je ne sais pas du tout, lui seul pourrait vous répondre. On va aller voir Anatole. Moi, je ne m'amuse pas à entasser des gravats devant ma Bien propriété. évidemment. Bien entendu. Surtout s'il y a des ossements dedans. En tout cas, c'était un entretien fort intéressant et riche en réponses pour nous. Eh bien, vous m'avez fort ravi. Mais nous n'allons pas, je pense que nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Oui, Oui, on a 1h30 de route. Bah, et puis il repart et il vous dit rien d'autre en fait, et c'est vous êtes accompagné par le majordome à la porte. C'est qui Anatole? On le connaît, donc il est comment, Anatole? Tu as dû le croiser une fois ou deux. Il est souvent, il a le lever de coude facile, et voilà, c'est quelqu'un, c'est pas. Ah bah je pense que si c'est un artisan, il y a des grandes chances que j'ai eu comme client. Il y a des grandes chances que j'ai eu comme... Ouais, mais voilà, tu sais que voilà, il a un peu de coupe rose, il est pas d'un naturel très sympathique, il est un peu solitaire, un peu, tu vois, reclus. Il est pas pieux non plus. Pas spécialement pieux non voir le plus. dimanche. Non, j'ai pas dû le voir. Non. C'est un artisan qui vit un peu Il est en pas en marginal, mais un peu dans son coin en fait. Voilà, il a pas beaucoup de lien avec les gens du village. Alors, chemin faisant, en train de manger notre sandwich. Donc ça voudrait dire que Anatole... Ah, nous sommes d'accord que nous sommes en train de parler d'une histoire de fantôme, là. Et puis... Ça me rassure, en ce sens, de pas avoir affaire aux libéraux. Enfin, je le dis intérieurement. Je me dis que ça me rassure de savoir que c'est plus quelque chose que je peux comprendre. Donc la journée se termine doucement, hein, alors que vous revenez au village. Il y a un vent froid du nord qui balaye les champs. Au loin, vous entendez les cris des animaux. Vous vous rappelez que tout le monde court ici à un certain danger, en fait. Vous vous rendez compte alors que, quand vous arrivez, plusieurs villageois sont massés près de la fontaine. Certains armés de fourches, de bâtons. Et le maire essaye vainement de calmer la colère sourde. « Et qui va nous protéger, hein? Vous êtes bien à l'abri, vous, dans votre belle maison ou à l'abbatiale, mais nous, pauvres fermiers, sommes livrés la bête! Qui c'est qui va nous protéger ?» Et ils invectivent un peu le maire, et certains visages se tournent vers toi, Gustave, alors que vous arrivez. Anatole est dans la foule? Non, à première vue, non. D'accord. Je vais m'avancer, moi. Tu t'avances. Je m'arme de courage et je vais traverser la foule et monter au niveau du maire, voir... D'accord. Je vais avec mon frère. Mieux être deux. Je veux voir ce qui va se passer pour Arthur et Gustave, mais je meurs d'envie d'aller retrouver Anatole qui rentre des comptes, parce que pour moi, On s'occupe d'eux, et puis après... pour moi, c'est le responsable du meurtre d'Églantine. Tu arrives sur l'estrade à côté du maire, monsieur Hautefeuille, qui... Regardez, notre prêtre est ici, il est là, il va vous protéger, lui. Tu mets la main, tu lances un regard d'appel à l'aide. Alors, sans qu'il n'y a pas d'élection. Ouais, intérieurement, je fonce et je suis mort de peur. Je déglutis, mais tu sais, j'essaie de pas rien laisser transparaître. Je laisse planer un silence sur la foule. J'essaie de voir s'ils se calment d'eux-mêmes un peu, s'ils essaient de m'écouter, avant de commencer à les invectiver, de leur dire mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Qu'est-ce qui vous a pris de prendre les armes pour aller chasser quelque chose, mettre en danger vos familles, si vous veniez à tuer un innocent? On a peur, mon père. Et la foi est le seul bouclier. Et je commence avec de la rhétorique à essayer de les emmener vers ce que je veux, savoir qu'ils se calment,
qui prennent conscience que prendre les armes, c'est déjà avoir perdu face à Dieu. Ok, tu fais un prêche pas trop mal en fait. Tu arrondes pas mal la foule. Et à la limite, je vais même descendre et aller m'adresser à un que tu vois, je vais le prendre par le bras, je dis tiens, et toi quand tu viens me voir que tu t'inquiètes pour tes enfants, et tu sais d'essayer de les récupérer par Donc t'essaies de faire ça, tu vois qu'il y en a qui, bon ça va, tu les calmes, il y en a d'autres qui sont un peu sceptiques, et puis il y en a quelques-uns qui sont pas loin de toi, tu vois, qui font « Et le Lébérou alors, le Lébérou, comment vous allez le protéger, comment vous protégez du Lébérou ?» Et tu vois, ils sont un peu pas loin de toi aussi, Arthur, et je sais pas si tu veux intervenir, si tu laisses ton frère faire. Pour le Lébérou, la première chose, c'est rester chez soi. Ne pas sortir, surtout la nuit. C'est ce qui s'est passé avec la malheureuse Églantine. L'autre chose, vous le savez, et vous l'avez vu sur Églantine, vous l'avez vu également sur le pauvre Alfred. Ils ont été tous les deux attaqués par derrière. Cela veut dire une chose, et je les regarde tous, parce que moi aussi je pense à Anatole qu'on va aller... Ça veut dire une chose, vous ne sortez plus jamais seul. C'est aussi simple que cela. Le Lébérou est quelqu'un de craintif. C'est pour ça qu'il attaque les gens par derrière. Mais à deux, il disparaît. Ah, il a bien raison, Arthur. C'est pas Dieu qui va nous protéger, c'est nous-mêmes. Et il y en a d'autres qui se remettent à toi. Et tu sens qu'il y a des gens et tu revis ton rêve avec des gens qui commencent à rejeter un peu Dieu, rejeter sa protection en fait, et qui se disent qu'ils peuvent s'en sortir que par eux-mêmes, que ton frère il a raison, qu'en fait Dieu il les sauvera jamais, que c'est juste eux-mêmes qui vont les sauver. Et tu sens cette défiance un petit peu à ton égard. T'as l'impression que pas mal du village prennent le parti de ce que dit ton frère. Mais au bout d'un moment, les gens se calment en fait, vous les apaisez. Avec le maire qui oui, et puis moi j'ai envoyé demandé les forces de police pour venir nous protéger, et puis tu vois, il essaie de garder un peu conscience. À partir du moment où tout le monde est en train de partir, lui il essaie de faire un petit dernier sursaut d'orgueil, et voilà, les gens se sont apaisés et commencent à rentrer, et, toujours par deux, t'as entendu l'escalier Arthur, toujours par deux. Puis il y en a quand même qui se signent, et puis il y a la petite aînée qui vient dire vous avez bien parlé mon père, vous laissez pas faire, Dieu nous protège, moi j'y crois. Moi, j'écoute tous ces trucs-là, et en fait, je me rends compte que les uns comme les autres... peut-être que dans les grandes villes, finalement, il y a moins de ça. Bon, on sait où il habite, Anatole. Oui, mais instinctivement, tu sais qu'il est plutôt au café du coin. Ah ben, on va aller au café du coin. En revanche, pas de sermon. Pas cette fois-ci. Voilà, il faut qu'on sache. Donc vous allez... au relais, le café du village, parce qu'en fait, vous savez que le village, il fait partie des villages qui sont sur la route pour les pèlerinages, donc les gens viennent ici. Et en y allant, vous rentrez, il y a quelques personnes qui sont là, notamment deux autres qui se disent on va boire à deux, nous, et comme ça on sera protégés. Et dans un coin, il y a un homme qui... En fait, vous savez qu'il a 35 ans, quelque chose comme ça, mais il en fait 45, il a les cheveux filasses, il est usé par le travail, il a un peu de coupe rose sur le nez, voilà, il est comme ça, avec son verre, la tête plongée un peu dans le vague, c'est Anatole. Je regarde Arthur et Gustave pour voir s'il y a... Je me dis c'est plutôt une affaire d'homme entre guillemets. Enfin, je veux pas souvent au relais, moi, je suis un petit peu gênée. Donc, je regarde s'il y a un... Ouais, lui non plus. J'aime beaucoup. Ouais, mais bon, tu peux lui faire un sermon, je sais pas. Mais je pense que le meilleur des choses à faire, c'est de réussir à savoir où sont ses ossements et quelle est l'implication d'Anatole dans cette affaire. Je m'avance un petit peu pour pas qu'on avance à 3 sur lui. Ok. Bonjour Anatole. Il lève la tête comme ça. Ah, Arthur. Je peux m'asseoir ? Bah ouais. Merci. Mais bon, mon frère est là avec Hélène. J'ai été choqué par ce qui est arrivé. Terrible. Pour Églantine, c'était tout pour elle. T'es allé travailler chez Octave Rousselet ? Il y a 3 semaines. Ouais. Et
T'as trouvé des trucs? Il Oh, te t'inquiète. regarde, il regarde le prêtre qui est derrière, et il se signe de la main gauche, en fait, tu vois, il est complètement... Parce qu'il y a parce que on est allé au château ce matin. Et tu sais quoi? Rousselet a parlé avec ses gros airs. T'as vu sa moustache? Il avait une moustache comme ça, là. On avait l'impression que les moustaches lui rentraient dans les oreilles. Avec monsieur blablabla. Il nous a expliqué que quand t'avais fait un petit aménagement, t'avais trouvé... Et là, moi aussi, je me signe des ossements qui appartenait au passé du château, on va dire ça comme ça. Il se redresse, il regarde, il tourne un peu le dos, tu sais, son regard à l'opposé comme ça, et tu te sens un peu énervé, et il se retourne vers toi, il pose son verre vide devant lui, devant toi. Tiens, tu vas en chercher. Je l'amène du coup. Voilà. Tu remettras sur la note la note de l'église. Il prend son verre, cul sec, il lui repose une prune bien forte. Tu les as mis où? J'ai rien fait. Mais je sais que t'as rien fait. Il y avait une couche de plâtre, il y avait gravé une croix chrétienne, alors moi j'ai gratté un peu et on a vu ce mur, l'autre là, monsieur Rousselet là, le distingué, et il m'a dit ouais, faut ouvrir tout ça, alors moi je me fais payer, tu sais. Ouais, bah ouais. J'ai ouvert et derrière il y avait une salle voûtée, il y avait des traces brunes de grattement sur la pierre, il y a des ossements sur le sol. Et Il tremble un peu, tu sais, ouais. mais tu sais pas si c'est de la peur ou si c'est de l'alcoolisme. Mais tu les as récupérés après. Ah non, faut pas y toucher, ça porte malheur. Rousselet nous a dit que c'est toi qui les avais récupérés. Ah non, il m'a dit faut m'en débarrasser, Oui, tout mais ça. justement, Non, t'en as fait non, mais je touche pas à ça, moi. Oui, mais t'en as fait quoi alors? Tu es reparti? J'ai pas touché. Il voulait même il voulait me payer. Et j'ai Mais- pas voulu. C'est-à-dire qu'ils sont dans le château? Ah, j'en sais rien. Hein. Moi, je suis parti après. Je les ai laissés là. J'y ai pas touché. Donc tu les as laissés dans le château? Ah bah oui. J'ai pas touché. Après, on dit que il y a des fantômes qui arrivent et il y a des revenants et après ils vont te hanter, tout ça. Moi, je veux pas être hanté par des fantômes et des revenants. J'ai déjà trop de gens dans la tête. T'as pas fait de cauchemar récemment? Ah non, non, justement, parce que j'ai pas touché. Mais ce que tu dis là, avec Églantine, tout ça, c'est un revenant. C'est un revenant il prend la bouteille, tu sais, il la prend comme ça, il commence à se verser un verre de prune, il se te renfile. La prune, elle titre 60, tu sais, c'est Ouais. du truc... Oui, ça. C'est le truc Le maison. premier tue l'homme. Non, le premier tue la soif, le deuxième tue les vers, et le troisième tue l'homme. Je me lève, je lui tapote l'épaule. Merci Anatole. Vous avez tous les trois entendu ça. Hein. Mm. Vous ressortez du relais. Oui. Il est trop ivre pour Au mentir. moment où tu ressors, Ah, Gustave, oui. il y a un homme qui te prend la main. Hmm. Un des deux autres qui étaient là. Oui. Des revenants. Et vous allez nous en protéger des revenants? Des fantômes? C'est pas l'église qui chasse les fantômes, les revenants? Hein? Oui. Qu'elle fasse quelque chose, l'église. Elle est en train de faire quelque chose, l'église. Ah, pour l'instant, je vois pas, mais les revenants, faut nous en protéger. Parce que ces chats-là, je sais pas les chasser, moi. Puis il te laisse partir. Ouais, je lui laisse un regard noir en disant voilà, vindicte populaire, il faut absolument retrouver ces ossements et Bah, c'est même pas tant. En fait, à partir du moment où il y a plus rien. ou Je veux dire, alors, demain on va voir ce qui se... Enfin, j'espère que cette nuit il va rien se passer. si demain il se passe, enfin si cette nuit ou demain il se passe quelque chose, on ne donne pas cher de notre peau ou de Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne au château? Parce qu'il a dit qu'il les a pas touchés, les ossements. donc soit son serviteur. Bah, je lui ai posé la menti, question sur le serviteur. ou alors il aurait recouvert le sol de son mortier, de son. Parce que j'ai pas l'impression que notre brave Anatole, il les a embarqués avec lui, les fantômes. Non, c'est On pas va être possible. obligé de constater par nous-mêmes s'il y a encore des ossements ou pas, mais en même temps constater par nous-mêmes, quand je dis ça, je me dis c'est impossible. Enfin, je veux dire, le propriétaire va pas nous laisser fouiller ses caves. Oui, surtout qu'en en plus, j'ai pas l'impression que le propriétaire mentait. J'ai pas l'impression que M. Rousselet était... Je pense qu'il n'a aucun intérêt à nous. Oui, voilà, et que... Celui était légal. En tout cas, la nuit est tombée. Mais on peut pas rien. On peut rien Les gens faire sont pour rentrés chez eux par deux. Ouais, c'est déjà ça. Bon.
t'en croises même qui marchent dos à dos, Ouais, dos à dos. en crabe, pour aller chez eux. J'essaye de montrer un peu l'exemple, tu sais, tu vois, je reste sur le porche de l'abbatiale pour veiller. Toi, tu vas veiller un peu sur le porche abbatial. Vous rentrez chacun dormir chez vous. Hélène, vous voulez venir dormir chez mes parents, peut-être? Ah bah avec plaisir, Arthur, parce que j'avoue que Nous avons une chambre d'amis. je voulais pas dormir toute seule avec cet oreiller plein de sang. Dormir dans la chambre de Gustave. J'espère que vous serez pas trop effrayé par la décoration. Merci. Donc, Hélène, tu vas dormir Oui. chez les Bertins. Vous allez dormir donc chacun chez vous. Bah, après avoir veillé un peu, ouais, je pense que je vais aller alterner entre études et de temps en temps aller sortir sur le porche. Donc, Hélène, toi, c'est pas facile pour toi d'être dans une chambre que tu connais pas. Néanmoins, tu te sens en sécurité ici parce que t'es chez les Bertins, t'es dans le lit de Gustave, il y a Arthur qui est pas loin, puis t'es fatigué de tout ce qui se passe, de la perte d'églantine, quoi. Tu mets peut-être du temps à t'endormir, je ne sais pas, mais ou alors Ou tout l'inverse en fait, exténué parce qu'il y a eu le décès d'Églantine, il D'accord. y a eu mon malaise, il y a eu Oui, c'était fil au lit. Grosse journée plus 3 heures de marche. Voilà. C'est Finalement, éprouvant. je suis à un moment donné, je me dis que je suis rassurée d'être dans une maison où je ne suis pas seule. Et là, pouf, c'est à tout qui relâche et je dors. Très bien, donc tu t'écroules. Arthur, tu as perçu qu'elle était complètement épuisée. Oui. Toi aussi, t'as déjà la journée de marche dans les... Parce que toi, Ah bah oui. d'habitude, tu descends, tu t'assois sur ton tabouret, tu fais... Voilà, si ça là, c'est 3 heures de route, ça va. Et puis elle est pas loin, donc tu Oui. sais que voilà, elle est en sécurité et puis t'es content quoi, elle est Ouais. pas loin donc tout va presque pour le mieux de ce côté-là et peut-être tu t'écroules aussi, je sais pas, c'est ça? Non, je m'endors sans être plus excité de ça parce que je regarde quand même un petit peu du côté de la place pour la nuit, mais après oui, de toute façon, oui, je pense que je vais. Et toi, Bien dormi. Gustave, tu as peut-être consulté les ouvrages à la bibliothèque, c'est ça? Mm. Tu tournes un peu les pages, tu tombes sur un livre et tu sais, il y a des vieux livres que vous avez gardés et notamment tu trouves un livre qui devait être là depuis plusieurs siècles et tu repenses à ce qu'avait raconté Pirou, que l'Église avait chassé, etc. Et tu vois ce livre, c'est un livre qui parle pas d'hérésie, de choses comme ça, mais de rituels, de choses comme ça, et tu tombes dessus. Alors je sais pas, peut-être que ton œil traîne, tu repenses à l'homme qui t'a saisi la main, tu repenses à tout ce que t'as vu, et tu prends quand même le temps de noter ce que tu vois. Et tu vas trouver notamment donc peut-être par acquis de conscience, peut-être parce que tu as envie de faire bien, de montrer que l'Église est là, tu vas noter un rituel d'exorcisme que tu trouves dans cet ouvrage-là, au cas où ce serait utile d'une façon ou d'une autre pour chasser un éventuel revenant qui serait là. Et tu fais l'aller-retour, mais au bout d'un moment, t'es fatigué aussi toute la journée. Peut-être tu vas te coucher, je sais pas. Ou tu ouais, bah j'essaie de trouver quand même ce qu'il faut pour le rituel, du coup. Ouais. Et tu vas te coucher, ok. Et à ce moment-là, en allant te coucher, tu trouves un message glissé sous ta porte. Et dessus il est écrit « Souviens-toi du moulin, embrasse ton désir, et tu me trouveras. » Et tu as peut-être un peu de mal à trouver le sommeil. Peut-être. Mais la journée, les tensions, tout ce qui s'est passé dans la journée, le sommeil finit par te rattraper, quoi. La condition physique finit par te rattraper. Et tu t'écroules. Ouais. Et ainsi se termine La jeune fille et la mort, épisode 4.